Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence. Donc il est 11 heures, on va débuter. Je m'appelle Laura Balp, je suis chef de projet marketing au sein d'Ixelles. Et aujourd'hui, je suis avec Cyril Bourgeon, donc un de nos consultants qui va vous parler de Lean et de l'amélioration des conditions de travail. Je vais en 2 mots vous parler du cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on a un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances. Donc on a un panneau conseil et on délivre également des formations partout en France. Voilà, je laisse la parole à Cyril qui va démarrer cette webconf et on se retrouve à la fin pour les questions. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Écoutez, je suis heureux de vous avoir aujourd'hui pour aborder un sujet qui fait souvent polémique, autant le dire. Donc j'aime bien les sujets un peu polémiques parce que ça permet d'avoir un peu de débat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des choses à raconter. On va parler des conditions de travail et du Lean parce que c'est un sujet qui fait toujours débat. Et je vais vous parler du Lean, parce que ça m'a paru important de rappeler 2-3 bases quand même de ce que c'est que le Lean. Et puis on va dérouler tranquillement, de comprendre finalement ce que c'est que les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, et du coup quels sont les facteurs de risque au niveau du travail. On fera un zoom plus particulier sur les facteurs biomécaniques. Et puis après, on regardera finalement les quelques outils qu'on peut avoir pour comprendre les situations que l'on a en face de nous, et puis comment agir finalement via les outils du Lean. Alors, le Lean, pour rappel, un des buts du Lean finalement, c'est de réduire le temps de traversée. Donc on dit réduire les délais de n'importe quel type de processus, que ce soit du processus industriel, du processus tertiaire, quel que soit le type de processus. Le but finalement, un des buts principaux, ça va être de réduire le temps de traversée. Évidemment, d'améliorer en même temps la qualité et le coût finalement de ce qu'on est en train de faire. Mais tout ceci se fait forcément via une culture et avec les personnes, avec les opérateurs, pour développer finalement un partage de connaissances. Et une des choses qui font que parfois il peut y avoir méprise, quand on dit que le Lean est fait pour réduire le délai, j'ai bien dit temps de traversée. J'ai pas dit le délai, le temps pour faire l'opération. C'est pas réduire les temps proprement dit, les temps qu'on appelle de valeur ajoutée. On va s'attacher à regarder ce qui se passe finalement autour de ces temps de valeur ajoutée et finalement s'attaquer au gaspillage. Donc c'est par l'attaque et la réduction des gaspillages qu'on réduit les délais. C'est pas en tapant sur les gens pour aller plus vite. Donc autant dire les choses clairement, parce que souvent on a méprise, il y a des choses qui se cachent sous des packages Lean dans les entreprises qui ne sont pas du Lean, qui sont du cost killing. Et donc le Lean n'est pas du cost killing. Donc dans la philosophie, on va s'attacher vraiment à travailler avec les opérateurs, avec ceux qui créent la valeur ajoutée, donc pour finalement améliorer le processus. Pour améliorer ce processus, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer au gaspillage. Donc il y a 3 types de gaspillage. Le plus connu, on va l'appeler, c'est les MUDA, donc on les détaillera après, qui sont globalement tout ce qui est non valeur ajoutée dans le processus. Et puis MUDA, il a 2 cousins qui sont Mura et Muri. Et Mura, finalement, celui-là, il est assez pervers. C'est finalement les variabilités. C'est tout ce qui va faire que ça aurait dû être comme ça, puis non, en fait, c'est pas comme ça. Ou des fois c'est grand, des fois c'est petit, des fois c'est en avance, des fois c'est en retard. Et puis toutes les dispersions qu'on va avoir dans nos processus. Donc celui-ci,
Il est assez pervers et assez déstabilisant. Et le Mouri, finalement, j'ai envie de dire que les conditions de travail aussi sont là-dedans. Parce que le Mouri, c'est tout ce qui va être suractivité. Alors, on parle souvent Mouri par rapport aux équipements. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est on a besoin de déplacer une palette, on va prendre un Smirmox, donc on va prendre quelque chose de surcapacitaire. On a une machine qui est préconisée pour travailler à 90%, on va tourner le potentiel pour la faire tourner à 110%. Donc on va surutiliser les équipements. Mais c'est aussi quelque chose évidemment qui fonctionne avec les hommes. C'est-à-dire les mettre en suractivité, en sur-régime et générer du stress. Donc voilà, c'est le troisième se mourit finalement les conditions de travail, la notion de stress, de suractivité, ça fait partie des choses qu'il faut savoir regarder. Et ce qu'on attend finalement quand on fait des démarches de transformation, le plus important c'est d'apprendre à voir. Et c'est très important d'apprendre à voir ces gaspillages. Donc les Moudas, c'est mettre nos lunettes Lean pour apprendre à les voir. Et puis les Mouras, c'est souvent de la mesure, c'est souvent ce genre de choses. Et les Mouris, c'est savoir observer ce qui se passe et puis éviter d'avoir des périodes de surtension dans les équipes. Alors, les Moudas, donc on va retrouver nos 7 gaspillages avec finalement le premier. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre, mais on va retrouver tout ce qui va être déplacement. Déplacement, finalement, on parle un petit peu de conditions de travail, parce que si on est amené à faire 10 km par jour, on peut commencer à se poser des questions. Les temps d'attente, alors les temps d'attente d'équipement, mais aussi des opérateurs. On va retrouver tout ce qui est défaut, reprise, retouche. J'ai l'habitude de lire tout ce qui commence par re. Et là, il y a aussi une source intéressante à observer parce que si un produit qu'on amène sur un poste de travail pour un opérateur, alors dans ma façon, je parle souvent d'opérateur parce que naturellement, je suis câblé à production, mais ça marche exactement pareil pour les services. Ça peut être quelqu'un qui est dans un bureau qui aura les mêmes problèmes. Un défaut, c'est prendre un dossier qui est non conforme, qu'on est obligé de reprendre pour refaire quelque chose, refaire une modification dessus. C'est une pièce qui est non conforme, allez, moi je suis un professionnel, hop, je la reprends, c'est pas grave, je dis rien à personne. Et finalement, toutes ces petites choses-là, c'est des sources de stress d'un côté, ça peut être des fois des choses un peu délicates en termes d'ergonomie quand il faut faire des reprises qualité. Donc, un défaut, ça nous ramène aussi, ça peut nous ramener sur des conditions de travail. Le geste inutile, globalement, c'est toutes les opérations inutiles. Les choses qui servent à rien. En fait, on fait quelque chose, on ne sait plus vraiment pourquoi on le fait. Et puis, là, j'ai mis ici geste inutile parce que en termes d'ergonomie, faire quelque chose qui sert à rien, forcément, c'est faire une sollicitation de la personne, globalement, qui est un gaspillage. Le cinquième, c'est la surproduction. Alors, c'est celui qui est assez pernicieux parce que on va faire des choses un peu en avance, on va en faire en plus, on va en faire au cas où. Et finalement, celui-là peut générer tous les autres derrière. Et donc, on peut avoir celui-ci est assez pernicieux. Donc, ça va être... et ça part souvent d'un bon sentiment. On va finir la caisse. On m'en a demandé 2, il y en a 10, c'est pas grave. Je vais faire 10. Mais, mine de rien, quand on fait les 10, en termes de sollicitations, en termes de conditions de travail, on va faire 10 sollicitations musculaires, alors qu'on aurait dû en faire que 2. Surstockage, donc ça, la notion de stock, alors, je leur dis, c'est
accessoirement, j'ai pas dit zéro stock, j'ai dit surstockage, trop stocké. Et puis on va avoir tout ce qui va être transport de matériel, tout ce qui est manutention inutile. Donc là, c'est des 7 gaspillages classiques, et qu'on soit bien clair, ces 7 gaspillages, on les retrouve autant dans le milieu de la production que dans le milieu du service. Et les conditions, quand on parle conditions de travail, c'est tant pour les personnes de production que pour les personnes de bureau. Il n'y a pas de ségrégation de ce côté-là. Le 8e qu'on rajoute, c'est aussi très important, c'est la non-utilisation des compétences ou de ne pas utiliser l'intelligence qu'on a auprès de soi. Il y a plein de personnes qui ont plein de bonnes idées, et donc finalement de ne pas utiliser les compétences qu'on a à disposition, on considère que c'est un gaspillage. Et c'est juste dommage de ne pas utiliser les compétences des personnes qui ont les problèmes, parce qu'ils ont un problème, mais aussi peut-être une solution à proposer. Donc surtout, n'oubliez pas de poser la question aux personnes concernées. Sur le temple du Lean, un grand classique aussi, un grand classique du Lean, un grand classique du Lean, ça va être finalement de retrouver c'est les différents piliers du temple. Alors c'est vrai que chaque entreprise va retrouver un temple particulier, mais on va retrouver les 2 piliers qui sont le juste à temps et le JDoka. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les acronymes, mais tant pis, je suis désolé. Donc le JDoka, finalement, cette notion de qualité, de conformité, de faire bon du premier coup. Une démarche d'amélioration de performance va s'appuyer sur des standards qui vont permettre de détecter les écarts pour pouvoir faire la chasse au gaspillage. Alors tout ce qu'on fait dans les démarches d'amélioration, c'est d'apprendre et de résoudre des problèmes. Donc le standard est très important parce que le standard est une règle qu'on s'est partagée, que les opérateurs ont créée pour se définir les meilleures pratiques du moment, et c'est notre référentiel. Si on n'a pas de référentiel, on n'a pas de problème, j'ai envie de dire. Parce qu'un problème, c'est juste un écart par rapport à ce que ça aurait dû être. Donc, le standard sert à ça, à se donner une base de référence pour pouvoir résoudre les problèmes. Tout ce qu'on fait, ça sert à résoudre les problèmes des opérateurs. Pourquoi je parle des opérateurs ? Parce que c'est eux qui créent la valeur ajoutée dans le système. Donc, là où se crée la valeur ajoutée, tout le système doit faire en sorte qu'il n'ait pas de problème. Et c'est là où finalement on retrouve l'interaction avec les conditions de travail, parce que pas travailler dans de bonnes conditions, en soi, c'est un problème. Et donc, notre rôle, le rôle des managers, le rôle des services support, ça va être de faire en sorte que ceux qui créent la valeur ajoutée travaillent dans les meilleures conditions possibles. Alors, quand on parle Lean, on parle d'axe de performance, et donc on va retrouver finalement la réduction des délais, l'amélioration de la qualité et l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail. Donc moi j'englobe tout, la sécurité et conditions de travail, même si là on parlera un peu plus d'ergonomie. La sécurité, j'ai envie de dire, c'est juste la base. C'est un non négociable. On doit travailler en sécurité. Et la forme dans laquelle on le présente, SQDC, avec le coût qui finalement est une résultante de l'amélioration de la sécurité, de l'amélioration de la qualité et l'amélioration des délais. Et tout ça au service du client. Et au milieu de tout ça, on va retrouver les hommes et les femmes de l'entreprise. Donc c'est eux qui font fonctionner le système. Et c'est là où il ne faut pas perdre de vue de ce que c'est que le Lean. Le Lean est une méthode
de collaborative pour travailler avec les gens. C'est eux qui doivent participer à l'amélioration des conditions de travail. C'est pas au support ou à l'encadrement d'expliquer comment ils doivent travailler. Donc ils doivent être partie prenante de l'amélioration du système. Donc, on va faire un zoom sur les TMS, donc sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, je vous ai mis 2-3. Alors, j'ai évité les photos d'opération. Je vous ai mis quelques schémas, mais finalement, une TMS, c'est une maladie professionnelle qui est reconnue en tant que telle depuis déjà longtemps, où ça a évolué dans les années 90 sur le tableau 57. Mais finalement, une TMS, une pathologie TMS, alors on va dire membre supérieur ou même membre inférieur, c'est une maladie chronique qui va toucher ce qu'on appelle les tissus mous. Donc les tissus mous, c'est les muscles, les tendons, les nerfs, et puis je ne l'ai pas mis ici, on a les bourses séreuses, qui sont des pathologies finalement inflammatoires qui vont dégrader ces tissus. Et au début, ça commence par une gêne, une petite douleur, voilà. Et puis ça devient de plus en plus handicapant. Pour ceux qui ont déjà eu des tendinites, alors juste pour rappel, une tendinite développée dans le cadre professionnel est une maladie professionnelle, donc une TMS. Pour ceux qui ont déjà eu une tendinite, on sait qu'on ne se débarrasse jamais vraiment d'une tendinite. Il faudrait être à l'arrêt pendant 18 mois sans jamais solliciter l'articulation pour qu'elle soigne vraiment, qu'elle soit totalement soignée. Ceux qui ont déjà eu des tendinites savent qu'une sursollicitation articulaire de la zone la fait réapparaître à un moment ou à un autre. Donc une tendinite, c'est quelque chose qui devient handicapant et chronique. Mais là où ça devient beaucoup plus grave, c'est que dans certains cas, on va jusqu'aux opérations. Je vous en ai mis une, je vous ai mis le syndrome de coiffe des rotateurs, et puis le canal carpien. Donc on a 3 types qui sont les plus fréquentes. On va retrouver le canal carpien, les épicondyles, donc les tennis elbow, les tendinites du coude. Bon, il y en a d'autres au niveau du coude. Et puis les syndromes de coiffe des rotateurs. Un syndrome de canal carpien, c'est des choses qui... Alors ça s'opère relativement bien, un canal carpien, et on peut retourner sur le poste de travail, même s'il n'a pas été réaménagé, globalement, on sort jamais indemne d'une opération, mais on va dire, une opération canal carpien, on récupère quand même une partie de motricité. Les opérations de la coiffe des rotateurs, là, c'est vraiment hyper handicapant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre son poste de travail normalement. Et puis, ça gêne aussi dans la vie privée. Quand on est à une pathologie d'épaule qu'on a développée dans le milieu professionnel, eh bien, si on a une cuisine, on ne peut plus sortir les assiettes du placard parce qu'on ne peut plus lever l'épaule. Donc, enfin, c'est quand même, ça devient très handicapant. Juste un rappel, le travail fatigue. Ça, je suis désolé de le dire pour certains, mais enfin, le travail fatigue et c'est normal. Parce que finalement, une apparition de maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va se passer au long cours. Quand on fait une sollicitation musculaire, les muscles, en fait, on crée des micro-lésions. On va créer des micro-lésions en fait, dans le muscle. Et ces micro-lésions vont s'auto-réparer pendant la période de repos. Et donc, alors sur le schéma ici, le lendemain, donc le soir, voilà, on va se refaire musculairement. Le lendemain, on retourne sur son poste de travail, on ressort, on est fatigué, voilà. Mais si à un moment, on tombe dans le cycle où finalement, on n'a plus le temps de repos nécessaire à une bonne réparation, ou que les sollicitations sont tellement importantes professionnellement que finalement même le temps ne suffit pas à réparer, au bout d'un moment on va arriver tout en bas de la courbe de droite, et finalement ce seuil là c'est le seul où on a mal.
Et ça, c'est un truc vachement important à avoir en tête, c'est que quand on a mal, c'est qu'il y a eu tout un cheminement en amont qui ont fait que les personnes, finalement, ont eu un certain nombre de gènes, de douleurs, etc., et que ça n'a pas été pris en compte. Donc, les politiques de prévention, elles sont hyper importantes, et de faire en sorte que les gens, les personnes puissent aussi parler, exprimer leurs problèmes. Alors, dans les outils qu'on utilise, nous, dans les entreprises, on parle d'animation à intervalles courts, donc de top 5, de brief pour certains. C'est un lieu où les personnes vont parler de leurs problèmes. Donc, quels problèmes elles ont eu dans la journée. Alors, elles n'ont pas eu que des problèmes d'approvisionnement, que des problèmes qualité. Elles peuvent avoir eu des problèmes ergonomiques, des douleurs, et qu'il faut savoir écouter. Les managers de proximité, comme on le dit souvent dans nos formations, sont les personnes les plus importantes de l'organisation. C'est eux les premiers à entendre les plaintes des personnes. Donc il faut qu'ils prennent en compte ce genre de choses pour pouvoir agir et pas prendre ça forcément comme une contrainte. Donc il faut écouter les gens. Alors oui, bon, il faut écouter parce que quand on commence à dire qu'on a une douleur, alors que ce soit le cou, on a les trapèzes un peu fatigués, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui serait intéressant à regarder, et que si on laisse cette personne longtemps dans cette posture-là, alors il y en a avec qui ça va bien se passer, et puis d'autres qui vont développer une pathologie. Moi, j'ai vu des fois dans mes différentes expériences des postes de travail où une personne travaillait depuis des années dessus sans problème. Elle n'avait jamais rien dit. Donc, a priori, elle n'avait pas de soucis, puis elle n'avait pas de pathologie. Et une intérimaire arrivait dessus et développait une tendinite au niveau du coude en 15 jours. Et donc, évidemment, après, en observant, on s'est rendu compte que l'intérimaire, en termes de formation, elle n'avait pas été super bien formée, et qu'elle faisait un geste totalement inutile qui servait strictement à rien et qui avait été l'élément déclencheur. Donc voilà, donc une douleur ou une gêne doit être un seuil d'alerte qui doit allumer un certain nombre de signaux. Alors le problème dans les TMS, c'est que c'est ce qu'on appelle des maladies à facteurs multifactoriels. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des troubles musculo-squelettiques. Alors, on parle souvent, oui, il y a les sollicitations biomécaniques, dont on fera un zoom tout à l'heure. L'organisation du travail est importante. Est-ce que l'organisation fait en sorte qu'on travaille dans de bonnes conditions? Est-ce que on ne travaille pas sous un mode de stress, donc on revient à nos mouris, donc ça peut être des choses de ce type-là. Là, on commence à toucher un petit peu aussi le management. Accessoirement, comment est le style de management? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de mettre un peu tout le monde sous pression? Donc ça, c'est des choses qui peuvent amener des TMS. Et puis après, il y a la personne elle-même, elle peut avoir des facteurs psychosociaux, ça peut mal se passer à la maison, il peut y avoir des choses dans sa vie qui font que c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ça peut lui générer du stress, ça peut désorganiser le travail, enfin, on a ce genre de choses. Donc là, c'est vrai qu'on a parfois, pas souvent, la main dessus. Et puis, ce qu'on appelle l'équation personnelle, c'est l'injustice de la vie. C'est le fait que on n'est pas tous égaux au niveau de nos ADN, et que il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres, des personnes qui ont une hygiène de vie irréprochable. Et forcément, si on fume, si on boit, si on ne fait pas de sport, c'est aussi des facteurs qui peuvent être des sources de pathologies. Alors, au niveau de l'entreprise, on peut aller sur l'organisation, enfin au niveau du Lean, on peut aller sur l'organisation, on peut aller sur les solutions biomécaniques, on peut évidemment parler de management. L'équation personnelle, là, on peut toujours essayer de faire des campagnes de prévention, mais au niveau de l'ADN, a priori, on ne peut pas faire grand-chose.
Et puis sur les facteurs psychosociaux, c'est aussi, ça peut être savoir écouter aussi. Donc là, on retombe aussi dans des postures managériales sur l'écoute pour essayer d'orienter les personnes vers qui de droit. Bon, on va surtout parler de ce qui concerne le Lean, c'est-à-dire les notions de sollicitation biomécanique, l'organisation du travail et puis le stress. Alors, pour développer des pathologies, il y a un certain nombre de facteurs de risque, et puis je vous ai remis du coup une petite... c'est quoi l'ergonomie en fait? Donc l'ergonomie, c'est un ensemble d'études scientifiques, un ensemble de sciences où on va retrouver de la physiologie, on va retrouver de la psycho, on va retrouver beaucoup de choses qui vont faire regarder ce qui se passe et l'interactivité entre l'homme et son milieu de travail. Donc le but finalement d'une organisation, c'est de faire en sorte que les postes de travail, les environnements soient accessibles au plus grand nombre. Alors c'est là où des fois il y a des sujets délicats où on va dire oui, alors on met en place des fois pour des personnes qui ont eu des pathologies, on met des postes adaptés. Alors c'est très bien, mais j'ai envie de dire pourquoi que cette personne? En fait, les postes adaptés, ils devraient être adaptés. Tout le monde devrait avoir un poste adapté. Et souvent, on a des postes adaptés qui sont faits pour des personnes qui sont en réinsertion après une pathologie et qui sont assez intéressants. Et j'ai envie de dire, et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? On attend qu'ils développent une pathologie pour leur faire un poste adapté? Donc non, il faut en fait, essayer de faire en sorte que l'ensemble des personnes puissent à travailler dans de bonnes conditions. Alors, finalement, j'ai envie de dire, si on devait résumer c'est quoi l'ergonomie en une phrase, c'est adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Ce qui souvent est le cas, c'est il y a un boulot à faire, ils vont bien y arriver. Donc non, on va essayer de se poser la question comment est-ce que je pourrais adapter mon produit, parce que ça peut passer au niveau de la conception, aux personnes qui vont l'assembler et pas faire en sorte l'inverse. J'ai un travail, je suis obligé de mettre un mec dessus et qui est capable de porter 50 kilos. Parce que là, non, c'est pas ça. Comment je n'ai pas à porter 50 kilos qui puisse être fait par une femme? Donc c'est ça, c'est adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Donc les facteurs de risque, on en a parlé de quelques-uns. Donc les facteurs organisationnels, alors c'est le mode de pause, est-ce qu'il y a des modes d'entraide qui sont impossibles dans une organisation, ou un temps d'exposition de sollicitation qui serait trop long, l'âge des personnes, le genre, les hommes et les femmes ne sont pas forcément égaux devant les situations de travail. Et puis, il y a tout le domaine des facteurs psychosociaux. Donc là, en fait, les facteurs psychosociaux pourraient faire l'objet d'une webconf à part entière, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il faut savoir regarder ça aussi. Donc quand on fait une observation Lean, c'est de se poser les questions de quelle est l'autonomie des personnes, est-ce qu'on leur demande leur avis ou pas, le fait les rapports qu'ils peuvent avoir en termes de management, est-ce qu'ils se sentent en insécurité? Alors, ça fait partie des facteurs à écouter qui sont souvent des signaux faibles. Donc il faut savoir écouter. Et puis on va développer la partie bioméca. Donc les facteurs bioméca, on va en trouver 4. Alors le plus connu et le plus évident pour tout le monde, c'est la répétitivité des gestes. Donc là, faire un geste répétitif, quand on pose la question, comment arrive une maladie professionnelle? Bingo, c'est le travail répétitif. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va retrouver les positions articulaires extrêmes. Donc ce qu'on appelle aussi les angulations. Est-ce que je travaille avec les bras levés, etc. On va parler des efforts.
Et puis, il y en a un autre aussi qu'on a des fois l'habitude de ne pas regarder, c'est le travail statique, hein, de ne pas bouger. Le travail debout, on est posé à son poste de travail pendant 2 heures, on est debout ou assis sur sa chaise pendant 4 heures, et on va développer des pathologies TMS parce qu'on est en travail statique. Hein, donc celui-là, il est à prendre en compte. Et hormis le travail statique, la combinaison de 2 facteurs de risque entre répétitivité, position articulaire et effort, si on combine 2 de ces facteurs entre eux, là on risque d'avoir quelque chose d'explosif. Alors un seul, bon, après ça va dépendre des personnes, on dit peut ne pas être suffisant. C'est-à-dire que si on a de la répétitivité seule, mais qu'on est dans des positions articulaires parfaites et qu'il n'y a pas d'effort et qu'on n'est pas en statique, hein, a priori ça pourrait passer. Mais bon, moi j'ai une formation de méthode où j'ai fait beaucoup de postes de travail, où pendant un temps j'ai obnubilé par ne pas faire de gestes, les angulations. Donc travail répétitif, pas d'angulation, pas d'effort. J'ai juste oublié qu'il y avait, à force de ne pas avoir de gestes, de grands gestes, finalement on associe ça à du travail statique. Un poignet sur une souris, hein, on dit la main elle bouge. Oui, non, c'est pas un geste, c'est juste c'est un mouvement. Enfin, on n'est pas dans un déplacement, c'est du travail statique. Hein, donc il faut faire très attention à la combinaison explosive qu'il peut y avoir, et donc il faut s'attacher à supprimer les facteurs d'apparition. Alors, avant de passer à ça, une des choses qu'on va avoir, c'est souvent ce qu'on a, c'est on va parler de temps d'exposition. Ah, ça c'est la formule magique. On parle de temps d'exposition au risque. Alors, souvent on parle de temps d'exposition supérieur à 4 heures. On peut rien faire, donc du coup on fait tourner. Ok. Alors c'est déjà bien. Alors de faire tourner, donc de limiter le temps d'exposition, c'est-à-dire toutes les demi-journées, la personne change de poste. Bon, on va quand même faire attention à savoir si elle tourne pas sur un poste où elle fait exactement la même chose. Ça paraît bête, mais ça permet, enfin, faut quand même se poser ce genre de questions. Et puis j'ai envie de dire, il faut c'est pas la solution. Hein. Il faut quand même s'attacher à regarder, est-ce que je peux pas améliorer mon poste de travail justement quand même. Hein. Donc oui, on peut être amené à faire tourner, mais il faut quand même se poser la question, est-ce que je pourrais pas supprimer mon risque plutôt que de trouver un pansement, un palliatif, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. C'était ça, c'est important. Alors, en plus de faire tourner, des fois les managers, ça leur pose des problèmes parce qu'ils n'ont pas travaillé vraiment leur polyvalence, ils ont des problèmes, c'est compliqué de faire tourner en termes de gestion et d'organisation. Donc oui, c'est important de faire tourner, mais du coup, il faut quand même travailler le risque. Alors, répétitivité, classiquement on dit, alors c'est une opération technique. Hein. Donc pour ceux qui font un peu de prévention des risques, on parle d'opération technique répétitive. Alors on est entre 30 et 60 secondes, on va dire en dessous de 15 secondes de répétitivité du geste. On est en train d'amener une sollicitation qui peut dégrader quelque chose en termes de maladie. Alors un geste, appuyer sur un bouton vert ou appuyer sur un bouton bleu, c'est le même geste. C'est des choses comme ça, mais donc on va regarder un petit peu, la zone de ce temps. Et puis à l'opposé, qui est souvent moins observé, mais qui est important aussi, c'est ce qui est au-dessus de 60 secondes. On considère que là, il y a un mode d'apprentissage à intégrer et que du coup, il faut aussi le prendre en compte. Donc, là, c'est plus, on va dire, managérialement, où c'est plus compliqué à faire des rotations pour le coup, parce que les tâches de travail sont plus longues à intégrer. Le deuxième, les angulations. Alors,
ça c'est un outil que je vous ai mis une page écran d'un outil que j'ai beaucoup utilisé et que je vous ai mis après, qui est Roula. Si on regarde bien, finalement, l'angulation, l'homme, il est fait pour travailler avec l'épaule droite, le coude à 90 degrés, le pouce vers le haut et de ne pas avoir de rotation de poignet. Donc, c'est un peu la posture. Et puis, celui que j'ai pas mis ici, qu'on voit pas, c'est au niveau de la nuque droite. Donc, on va faire un petit test tout de suite. Ceux qui sont devant un écran d'ordinateur, et j'imagine qu'il y en a beaucoup, si vous n'êtes pas capable de voir au-dessus de votre écran, c'est que votre écran est trop haut. Donc, quand votre écran est trop haut, vous êtes obligé, pour regarder au niveau de l'écran, lever la tête, parce que vous êtes en train de regarder vos doigts quand vous tapez. Donc, quand vous regardez le dessus de l'écran, vous levez la tête pour voir le dessus de l'écran. Quand vous levez la tête, vous êtes en hyperextension articulaire au niveau des cervicales, et du coup, c'est là où on peut retrouver le soir des petites douleurs au niveau du cou. Alors, au niveau du cou, ça commence là. Ah, on tire au niveau du cou. Ah, bon. Après, ça descend dans les trapèzes. On va descendre dans les trapèzes. Donc là, on est au sol de la gaine. On est au sol de la gaine. Et puis, on est en train de travailler sur notre souris. Avec notre souris, on est sur un bureau. On est posé un peu en vrac. On a le dos de travers. On a le poignet posé sur le coin du bureau. Et donc là, notre sursollicitation au niveau du cou va passer au niveau de l'épaule. On a un risque au niveau des poignets, et là on a le cocktail explosif pour développer soit un canal carpien, soit une tendinite au niveau du coude. Donc, si vous avez un truc à faire, je l'ai dit à Laura la semaine dernière, baisse ton écran. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau des bureaux. Donc, faut pas regarder les conditions de travail uniquement pour les opérateurs. Pour vous, ça marche aussi. Donc les angulations, c'est des choses hyper importantes, et donc Roula, c'est un truc, c'est un petit outil qui est, quand on apprend à le maîtriser, qui est pas mal. Donc je vous ai mis des petites normes là sur les espaces de travail en bureau, sur les postures. Donc il y a 2-3 petites choses qui existent sur les conditions de travail. Le troisième, l'effort, on parle souvent port de charge. Le plus connu, c'est le port de charge, 50 kg. Ok. Bon, je vous rappelle, c'est 25 kg déjà. C'est 25 kg. 25 kg, faut les encaisser. Si vous faites 25 kg répétitifs, là, il faut quand même se poser des questions. Mais je rappelle un truc aussi, c'est que la main n'est pas un outil. Je répète, la main n'est pas un outil. Se servir d'une main comme marteau, ce n'est pas normal. On tape pas avec sa main. Non. La main n'est pas un serre-joint non plus. Donc on prend un serre-joint. Donc il y a un certain nombre d'efforts à ne pas dépasser. Et là, on voit l'interactivité entre l'ergonomie et la conception. C'est-à-dire que des concepteurs qui vont prévoir un clipsage dans leurs assemblages, ils vont dire, bon, ils vont bien clipser. Les opérateurs, c'est pas compliqué de clipser. Oui, clipsage, 3 décanewtons, ça fait pas grand-chose en clipsage. Après, il faut assister, c'est-à-dire qu'il faut mettre des vérins, voilà. Donc si on peut essayer de concevoir des choses pour être assemblées, accessoirement, ça peut éviter des investissements derrière. Donc on voit de penser conditions de travail aussi au moment de la conception, ça peut éviter quelques investissements farfelus, ou des investissements où on dit la sécurité nous empêche de bosser, ou c'est sympa, mais du coup on perd du temps. Ben oui, mais peut-être qu'à la conception, ça n'a pas tout à fait été pensé pour être assemblé. Donc il faut intégrer ça dans les modes de conception. On a tout ce qui est surface, etc. Voilà. Donc ça, c'est la partie effort. Et puis, il y a d'autres facteurs. Alors, les vibrations, l'éclairage, la température, et puis la non-maîtrise de la cadence. Alors, là, il y a une photo qui va peut-être vous reparler. Alors, je ne sais pas si vous avez des reflets dans vos écrans, mais c'est pareil. Les reflets dans les écrans, c'est des sursollicitations. C'est un facteur aggravant de plus pour ne pas travailler dans de bonnes conditions. Et puis, pour beaucoup, c'est aussi d'opérateurs, c'est travailler sur des lignes qui leur imposent la cadence. Donc là, forcément, c'est un facteur aggravant à prendre en compte. Et pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, travailler sur un tapis qui impose la cadence dans du froid,
avec des angulations. On a de la répétitivité, du froid, de l'angulation. Et donc là, on a des sources hyper importantes de pathologies potentielles. Donc il faut essayer de limiter les facteurs de risque. Alors le froid, on ne pourra pas le limiter. La répétitivité, elle est un peu liée aussi au poste de travail, enfin au tapis. Donc il faut que les angulations soient nickel. Et là, il faut absolument limiter le temps d'exposition. Dans ces cas-là, il n'y a pas le choix. Alors, pour ça, il va falloir apprendre à voir. Donc, je vous ai mis quelques outils. Alors, il y en a beaucoup. Un qui est très facile à utiliser, qui est assez intéressant, c'est la checklist de l'OSHA, qui permet de prendre, finalement, d'observer un poste de travail, de regarder tous les facteurs de risque en même temps et de les coter. Alors, que ce soit les angulations, les répétitivités, le temps d'exposition. Voilà, il y a plein de choses qui sont... Donc il est assez intéressant, ça va donner une note. Et puis globalement, ça va permettre de regarder à quel endroit il faudrait commencer de travailler si on a fait ça sur tous nos postes. Je vous ai mis une grille d'identification, je commence à savonner, une grille d'identification de la charge physique. Donc là, je vous ai mis le lien INRS qui permet, en fonction des ports de charge et du nombre de répétitivités dans la journée, de se dire, tiens... combien mon opérateur il a le droit d'encaisser finalement dans la journée en poussée, tiré, porté, transporté. Donc ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent, qui viennent un peu du bâtiment. Donc voilà, ça peut être des choses intéressantes. Et puis Roula, donc c'est des notations. On va regarder l'activité de la personne et on va coter les différentes angulations, si elle est en travail statique, si elle est en port de charge, etc. Et ça va donner du scoring. Ces fiches de scoring ont un intérêt parce que il y a un moment, sur des postes, des entreprises qui ont énormément de postes de travail, on ne pourra pas tout faire en même temps. Donc il va falloir prioriser et donc définir en gros c'est quoi notre top 3 des postes à travailler dans ce trimestre, etc. Donc c'est important d'analyser et de mesurer. On en revient encore à nos méthodologies de transformation pour pouvoir travailler sur les postes les plus importants à prendre en compte. Et donc on revient finalement à la situation de travail et à l'amélioration via le Lean. On va retrouver l'organisation du flux, l'organisation du travail, le management. Donc ce pôle-là, donc déterminer des standards de management, comment les opérateurs doivent fonctionner. De faire en sorte que les situations de travail, avec des actions techniques pour améliorer les postes, les logiciels, les locaux. Ici, c'est des photos d'un chantier que j'avais fait dans une entreprise où c'était un poste d'emballage, où donc il y avait des angulations, de la répétitivité, où on a maquetté sur un carton. Donc n'hésitez pas à maqueter aussi avec les opérateurs pour qu'ils définissent, eux, quel est le meilleur emplacement. Et après, on a été construire avec eux leur poste de travail. Et donc, obligatoirement, il y a plus de chances qu'il soit bien accepté, qu'il soit utilisé à bon escient s'il a été fait par les personnes concernées. Et le troisième, c'est les standards. Donc les standards de travail, c'est donner la meilleure façon de faire du moment pour respecter les critères sécurité, qualité, délai, coût. Et rien n'empêche dans un standard de mettre quelque chose qui va parler d'ergonomie ou de conditions de travail. Attention à ne pas lever le bras ou lever le coude dans cette posture-là. Bref, je ne sais pas, mais plier les genoux, etc. Donc voilà. Et finalement, là, on voit des actions qu'on peut mener sur des chantiers, sur des percées Kaizen qu'on peut faire avec des opérateurs pour améliorer les conditions de travail. Et le standard est une des choses importantes par rapport à ça. Donc voilà, on va passer un petit peu de temps maintenant ensemble pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Merci Cyril, tu es pile à l'heure. Donc on va commencer par une première question. Comment concilier standards et conditions de travail ? Alors c'est évidemment une excellente question. C'est une très bonne question parce que c'est souvent l'objet du débat. Là où on a de
de temps en temps des échanges avec les médecins du travail, c'est sur le fait que pour beaucoup, le standard est vu comme quelque chose qui bridait l'opérateur et réduisait l'autonomie. Alors, le standard a pour but, évidemment, de réduire la variabilité et faire en sorte que les choses soient le plus stables possible. Mais le standard, comme je l'ai dit, c'est la meilleure façon de faire du moment et c'est notre référence. Le standard, c'est la référence. Sans standard, pas de problème. Donc, si un opérateur... alors c'est là où on rentre vraiment dans l'état d'esprit du position managériale, là aussi. C'est un opérateur qui ne respecte pas le standard, c'est-à-dire que le standard, c'est de, je sais pas, de faire une activité en 10 minutes. Il met 15 minutes. Bon, c'est pas forcément pour lui taper dessus. C'est juste, il a eu un problème. Donc, quel est le problème? Et donc, on va s'attacher à aller résoudre le problème qu'il a rencontré. Et s'il n'a pas le standard, eh bien forcément, on n'aura pas cette référentiel. Et donc, du coup, l'opérateur va continuer de compenser et de continuer de vivre avec. Donc, c'est ça, le standard est en fait est très important. Je vois une question qui sont les gains potentiels du Lean. Alors, les gains potentiels du Lean, ils sont vastes. Je vais rester sur le sujet du Lean et des conditions de travail. Améliorer les conditions de travail, je dis souvent que la limite de la productivité, c'est les conditions de travail. Donc, les gains potentiels du Lean, c'est améliorer aussi l'environnement, réduire les défauts. Hein, on a les piliers, faire en sorte que les flux se passent le mieux possible, mais du coup, les gains sont très importants. Et un personnel, des opérateurs, n'importe qui travaille dans de bonnes conditions, sera plus enclin à faire des efforts, ou, à travailler dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Et puis, moi je suis très sensible à ça. Si on a un standard qui est applicable à 8h du matin, mais qu'on sait très bien qu'à 16h, ils ne peuvent plus parce qu'ils seront cramés, globalement, il y a un problème. Donc il faut aussi regarder les choses en face et de se dire que il y a beaucoup de choses à apporter dans les entreprises de n'importe quel type. Et même si on a tendance à penser souvent industrie, ne pensons pas que industrie. Pensons aussi à ceux qui travaillent dans le service. C'est 60% quand même du PIB français, donc il y a quand même beaucoup de monde dans le service. Et puis même dans les entreprises de production, il y a quand même beaucoup de monde dans le service. Donc il faut aussi prendre en compte ces personnes-là. Merci. Comment la méthodologie Lean peut-elle permettre aux équipes d'avoir également de l'autonomie? Alors, la méthodologie Lean, je vous invite, alors je prends ma casquette commerce là, mais je vous invite éventuellement à venir faire des formations. Mais c'est important, c'est-à-dire que dans la pyramide de management, on met en place, quand on met une démarche de transformation, on met du pilotage. C'est obligatoirement le meilleur navire du monde. S'il n'est pas piloté, ça ira dans le mur. Et donc, le pilotage, on interfère aussi donc, avec les managers de proximité, les chefs d'équipe, peu importe, les managers de proximité, et on met en place un certain nombre de rituels. Dans ces rituels, comme j'ai dit, donc les animations à intervalles courts, on va remonter un certain nombre de problèmes. Dans les problèmes qui sont remontés, il y a un certain nombre de problèmes que l'équipe peut résoudre en autonomie. Alors, nous, on parle souvent du MAC, c'est-à-dire est-ce que l'équipe a les moyens de régler le problème? Est-ce qu'elle a l'autorité et l'autonomie pour régler le problème? Et est-ce qu'elle a les compétences? Si oui, il faut que l'équipe résolve le problème. Donc, du coup, c'est là où, quand on est en posture managériale, le rôle du manager, c'est de faire grandir son équipe, donc c'est donner de l'autonomie pour qu'il résolve les problèmes. Et donc quand on est en posture d'AIC, en rituel, on va retrouver le manager qui prend un problème qui est remonté par l'équipe,
qui estime, qui a le MAC, donc les moyens, l'autonomie, l'autorité, les compétences pour traiter le problème, il va dire qu'est-ce que tu proposes et éventuellement donner un peu de temps pour que l'équipe essaie de résoudre le problème. L'autonomie, elle se passe là. Et donc là, on améliore le standard, etc., etc. Alors, j'ai pas mal de questions qui vont dans le même sens. C'est comment conjuguer la recherche de productivité de l'entreprise qui va faire du lean, peut-être pour du cost killing, mais en même temps rendre les postes ergonomiques. Bon, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que on n'est pas dans le monde du bisounours. C'est-à-dire à un moment, il y a un besoin de rentabilité, de gain derrière, mais ça veut dire que si on veut améliorer la productivité, il faut mettre le paquet sur l'amélioration des conditions de travail. Et ça a un coût, ça demande de l'implication des équipes, et c'est là où des fois ça peut être plus compliqué, parce que si on est en mode cost killing, que les équipes savent très bien que si vous améliorez les conditions de travail, c'est pour enlever du monde sur la ligne, il y a un moment, ça peut être compliqué à expliquer, à leur demander de s'impliquer, quoi. Donc oui, quand on fait des démarches lean, on pense toujours à comment on va gérer l'amélioration de la productivité, où est-ce que les équipes, on va les mettre derrière. Enfin, c'est des choses à prendre en compte, parce que forcément, on peut tomber sur des choses incompatibles. Si on vous demande de faire un chantier d'amélioration d'une ligne de production pour enlever une personne, un ETP sur la ligne, l'implication est plus compliquée au niveau des équipes. Donc, oui, c'est compatible, mais il faut mettre le paquet sur les conditions de travail. Quel mode d'observation non intrusif conseillez-vous? Vidéo, photo, interview, observation directe? Alors, évidemment, comme on dit chez nous, Gemba, 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 c'est-à-dire que c'est sur le terrain que ça se passe. Donc, quand on est en train de faire une étude, c'est sur le terrain, c'est de l'observation, c'est de l'observation, c'est de l'observation. De l'interview, on pose la question aux gens, et puis moi je suis un partisan de la vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est pas grave. Je vais vous donner le nom d'un petit logiciel qui est super bien, qui s'appelle Kinovea, K-I-N-O-V-A, Kinovea, oui, c'est ça, qui est un petit freeware qui permet de faire de la lecture de vidéo, de faire de l'arrêt sur image et de dérouler l'image par image avec la souris, par exemple, c'est des petites choses. De dessiner des traits, de mettre un chrono, enfin voilà. Parce qu'il y a des choses qui, oui, quand on sera en observation, vont permettre de voir voir des choses en mode observation, mais il y a des choses qu'on voit quand on fait de l'ergonomie un peu poussée, où là, les choses se voient pas forcément en instantané. C'est en regardant des fois les vidéos au ralenti sur différents angles de vue qu'on va voir un certain nombre de choses. Après, moi j'ai été confronté à ça dans mon parcours, où j'avais pensé, on avait travaillé les postes, on a essayé d'améliorer un maximum de choses, et il y avait toujours des pathologies. Et il y a un moment, faut savoir aussi demander de l'aide. Il y a des ergonomes, et qui peut avoir aussi d'autres choses, où là on peut faire de la mesure physiologique avec un certain nombre de capteurs. Et une chose à savoir aussi, c'est quand je vous parlais de fatigue, il y a un lien direct entre la sursollicitation musculaire et le rythme cardiaque. Donc en fait, quand on fait de l'observation de poste de travail avec un cardiofréquencemètre par exemple, on va voir une incidence directe de l'effort subi et de la fréquence cardiaque, donc qui génère la fatigue, etc. Et donc voilà. Donc il peut y avoir des modes un peu plus, on va dire, intrusifs. Là, pour le coup, là, il faut que les personnes soient
soit partante, hein. Mais là, c'est vraiment, on fait appel là vraiment à des spécialistes de la mesure physiologique. Par contre, je vous invite à un truc, surtout, n'oubliez pas d'être pragmatique sur la conception des postes de travail et d'impliquer les personnes, les opérateurs qui y sont. Parce que vous pouvez avoir des super idées sur le papier qui vont physiologiquement faire les choses, mais si l'opérateur se plaît pas dessus, ça sera très très compliqué. Une autre question pour finir? Alors, j'ai une dernière question là qui vient d'arriver. Dans le Lean, les opérateurs ont vraiment des objectifs de cadence à suivre. La mesure et visibilité de ces mesures n'est-elle pas incompatible avec la qualité de vie au travail? Alors, la mesure de la cadence, on en revient sur le standard. Alors, on en revient sur la notion de standard et la notion de c'est quoi un bon objectif. Alors là, pour ceux qui me connaissent, on fait des petits exercices par ça. C'est quoi un bon objectif? Un bon objectif de cadence, c'est quelque chose qu'on sait atteindre. C'est-à-dire que quand on donne un objectif aux équipes, c'est des objectifs, ils vont les atteindre. S'il n'y a pas de problème, on atteint l'objectif. Ok? Si on a un problème, on n'atteint pas l'objectif. Hein, c'est comme le standard. Et donc du coup, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu un problème? Tu as eu un problème d'approvisionnement. Et du coup, on va s'attacher à résoudre les problèmes des gens. Je vous rappelle que quand même, quand on pose la question, c'est ma question fétiche quand je fais les AIC, je pose la question, pour vous, c'est quoi une bonne journée? Et je pose cette question aux opérateurs. Et vous serez surpris, mais à peu près 100% des gens me disent je veux faire produire de la qualité et finalement faire le travail qui était prévu. Bah oui, c'est ça en fait. Les gens, quand ils viennent bosser, ils ne veulent pas avoir d'embêtement, ils ne veulent pas être embêtés avec des problèmes et ils veulent juste faire ce qui est prévu. Ok, et ben, s'ils font ce qui est prévu, sur la mesure de la cadence, sur l'indicateur, ça passe en vert. Et puis sur l'animation du lendemain, bah super les gars, on a atteint l'objectif, parfait. Mais si l'objectif il est stratosphérique et totalement inatteignable, bah là on rentre dans un autre mode où on commence à mettre du stress, à mettre de la compète, enfin on rentre dans un truc, voilà. Le rôle du manager, c'est aussi de monter les objectifs, mais de faire en sorte, ok, quels moyens je donne pour atteindre ces objectifs. Donc c'est compatible de parler cadence, mesure, visibilité et affichage et objectifs, à condition que les objectifs soient atteignables. On parle souvent en ligne d'objectifs tendus, bah, il faut qu'ils soient... C'est des objectifs tendus. Si un objectif, comme je vais finir là-dessus, est toujours atteint même s'il y a des problèmes, bah, c'est des indicateurs, comme je dis, c'est des indicateurs pastèques. Hein, ils sont verts dehors et ils sont rouges dedans. Et donc du coup, sous cet indicateur tout le temps vert, eh ben, il y a plein de problèmes. Et donc globalement, il sert strictement à rien. Donc oui, c'est important d'avoir de la mesure pour pouvoir détecter les problèmes, pour pouvoir améliorer les problèmes et les éradiquer. C'est ça finalement la philosophie du Lean. Belle conclusion. Donc on va finir là-dessus. J'espère que cette conférence vous a plu et que Cyril a répondu à la plupart des interrogations que vous aviez avant de suivre cette webconférence. Je n'en dis pas plus. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous d'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.